Écrivain ivoirien, poète et romancier, il explore la vie, la mort, le pardon et le destin. Dans le jour où la vie m'a fait pleurer, il écrit. Tant que vous serez là à subir la vie au lieu de la vivre, le bonheur demeurera pour vous une illusion éternelle. Aujourd'hui, c'est Morinès sur notre plateau, entrée dans son univers. Bonjour à tous, je suis Mariam Jamila Bayo en compagnie de Moubashirat Ibitoa et de Maxime ainsi que Adassa. Bienvenue sur le plateau de voix et manuscrits. L'invité du jour est un homme dont le silence a été confondu avec l'oubli, dont l'ombre a même frôlé l'étiquette de la mort. Aujourd'hui, sur le plateau de voix et manuscrits, il renaît à la lumière pour raconter ce que personne n'a jamais entendu. Alors, Moubashirat, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et toi? Est-ce que tu es prête? Bien sûr. T'es sûre? Sûr. Ok. Adassa, bonjour. Ça va? Bonjour, ça va super bien. Et toi? Prête? Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui avec François d'Assis Nda. Monsieur François d'Assis Nda, bienvenue sur le plateau de voix et manuscrits. Merci de me recevoir. Alors, Moubashirat? Oui. Moi, ça va. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, on aimerait plonger dans votre univers. On aimerait savoir qui est Monsieur François d'Assisinda, loin des écrans, loin des élèves et loin des écrits également. Bon, ça va être difficile de me définir sans les éléments que vous avez cités. Parce qu'en réalité, ce sont ces éléments-là qui fondent ma personnalité. Et j'éprouve très souvent un peu de pudeur à parler de moi. Mais pour les besoins de la cause, je vais me résoudre à cet exercice plus ou moins difficile. Alors, à l'état civil, je suis Nda François d'Assis Kona. Je suis né le 3 octobre 1968 à Bouaké, la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire après Abidjan, bien entendu. Une ville que j'adore. En toute humilité. Voilà. Et puis, je suis originaire de la région de Tiébissou, juste à quelques encablures de Yamoussoukro. Je suis marié et père de 3 adorables enfants. Hein? Oui, il est très marié. important. Je suis marié. Il est marié. Voilà. J'ai 2 grandes passions, l'écriture, la lecture, et puis je vais ajouter une 3e passion qui est la télévision. J'adore les séries policières, notamment Les Experts et tout le reste. Voilà, succinctement présenté François d'Assis Nda, citoyen lambda comme tout le monde. J'espère que cela vous suffit. Bien sûr. On va parler un peu de votre œuvre, Nzrama, la fille étoile. Alors, Nzrama déjà qui signifie étoile en Nani, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir choisi pour titre Nzrama, la fille étoile? On a l'impression que c'est une répétition en fait. Ça fait étoile, la fille d'étoile. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause derrière? Oui, bien évidemment. Tous mes lecteurs ne sont pas de la culture Akan. Nzrama, effectivement, de façon littérale, signifie l'étoile. Mais on ne naît pas étoile, on le devient. Et quand je précise Nzrama, la fille étoile, j'ai à l'esprit tout le processus peut-être de métampsychose pour que la personne devienne cette personnalité qui brille. Et donc, c'est tout le processus-là qui fait que je présente le personnage déjà comme une étoile et j'insiste pour dire que c'est une fille fait très rare. C'est une fille qui va se battre pour devenir étoile. D'où la répétition Nzrama, la fille étoile. Voilà. Alors, Monsieur Nda, c'est un réel plaisir d'être juste à côté de vous. Et moi donc, à côté de Miss Littérature. Bien sûr. Eh bien, nous sommes curieux de savoir quel a été le déclic ou l'élan d'inspiration qui vous a poussé dans l'écriture. C'est une très longue histoire. Une histoire que je raconte un peu dans ma dernière publication, Le semeur de lettres. Parce que cette question que vous posez est toujours celle qu'on me pose quand je me retrouve en face de lecteurs ou de citoyens ordinaires qui veulent savoir comment j'en suis arrivé à devenir écrivain. Alors, le déclenchement s'est produit quand j'étais en classe de 4e. Notre professeur de français étudiait avec nous une œuvre très célèbre que vous connaissez sûrement, Les Frasques de Bento. Ah oui. Voilà, une œuvre que j'ai lue et relue
et qui a fait pleurer toute la classe. Effectivement. Nous avons pleuré. C'était la première fois que nous éprouvions autant de sentiments et d'émotions. C'était magique. Ouais. Et puis, dans la présentation de l'auteur, le professeur nous a rappelé ou raconté que Amadou Koné, qui est l'auteur de l'œuvre, a publié ou a commencé à écrire son livre quand il avait à peine 15 ou 16 ans. On était subjugués. Comment un adolescent pouvait-il écrire une telle œuvre qui a fait pleurer toute la classe, toute l'école? Et puis, pendant le cours, j'ai demandé au professeur, mais comment est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, Amadou Koné est un très, très, très grand lecteur. Et si vous voulez un jour faire comme lui, il vous faudra avoir comme passion la lecture. Et depuis cette date, cette époque-là, je me suis dit, si ça ne tient qu'à ça, pourquoi donc ne pas suivre les traces de cet illustre personnage, Effectivement. voilà, qu'est Amadou Koné. Et c'est le dessin qui, sûrement, nous a mis sur les traces d'Amadou Koné. Et depuis tant d'années, nous essayons de lui ressembler, modestement, parce que Amadou Koné fait partie des grands noms de la littérature ivoirienne. Voilà, on ne peut pas se prévaloir de la même taille que lui. Nous essayons, tant bien que mal, de suivre ses traces. Voilà un peu comment toute cette histoire a commencé. Voilà. D'accord, donc on fait un gros coucou à notre papa Amadou Koné. Un gros bisou. Il est en vie Voilà. encore? Oui, il est en vie. Il est d'accord. professeur dans une très grande université aux États-Unis. Oh. Et voilà, un monsieur très humble, mais qui est une des valeurs sûres de notre littérature. Après avoir fait le tour de vos différentes œuvres, un constat a été fait. Vos livres sont traversés par l'amertume, la douleur, parfois même la perte. Est-ce un choix purement littéraire ou ces émotions trouvent-elles leur source dans votre propre histoire, peut-être même dans une enfance difficile, qui aurait nourri votre sensibilité et votre besoin d'écrire? C'est pas tout à fait faux. Je suis de famille très modeste. Enfant, nous avions éprouvé les premières années de notre existence un bonheur immense. Et puis, avec l'ouverture sur le monde extérieur, quand nos yeux ont commencé à savoir déchiffrer les choses, on a compris qu'on était un peu différent des autres sur le plan du statut social. Et puis, des choses se sont passées qui ont nourri notre enfance, ce besoin de s'émanciper, ce besoin d'avoir un peu plus de matériel pour s'offrir certaines choses qu'on ne pouvait pas parce que papa n'avait pas les moyens. Tout cela a nourri une certaine amertume. Pas qu'on était déçus, mais on s'était dit que dans la vie, il nous fallait fournir plus d'efforts que les autres. Voilà, parce qu'on ne venait pas du même milieu social. Les autres avaient plus de moyens et nous, notre père nous disait toujours, si vous voulez réussir, il faut aller à l'école, il faut bien étudier. Et c'est resté gravé dans notre mémoire, un peu comme un leitmotiv. Et puis, ça a nourri notre ambition. Chaque fois qu'on avait la possibilité de faire des efforts, on le faisait. Mais ce n'était pas toujours récompensé. La douleur était là et c'est cette envie de bien faire, cette envie de gravir les marches, de parcourir les distances. Je pense que c'est cela qui transparaît de plus en plus dans mes œuvres, où j'écris beaucoup plus pour les plus modestes, parce que je vais les inciter à se surpasser, à sortir de leur zone de confort pour aller à la conquête du monde. Et on ne va pas à la conquête du monde quand on est vide de sens, quand on n'a pas de coffre. Voilà, comme le disait un de mes professeurs, il faut savoir se forger. C'est ça. Mais personnellement, je me suis toujours forgé dans les difficultés. Et c'est pour cela que je transmets cette résilience-là à tous ceux que je rencontre, et principalement dans mes écrits, puisque c'est la première âme dont je dispose. Un truc qui est très intéressant dans votre récit, vous aviez dit que votre papa disait, si on veut réussir, il faut partir à l'école. C'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à entendre des jeunes dire que pour réussir, c'est pas forcément, le seul moyen n'est pas seulement l'école. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui pensent comme ça? Mais qu'elles se trompent lourdement. La réussite financière est peut-être différente. La réussite sociale, la réussite intellectuelle, la réussite tout court. Ça dépend de sur quel plan nous nous situons. Et je pense que nul ne peut aller à la conquête du monde s'il n'a pas appris. Ça, c'est vrai. Voilà, moi, je sais que dans l'aventure ambiguë de cher Hamidou Kane,
La Grande Royale le disait, l'école où nous envoyons nos enfants est une école, est un bien, même si par moments nous constaterons qu'ils perdront leurs racines. Mais c'est un mal nécessaire. L'école est un mal nécessaire. Nous sommes obligés d'y aller si nous voulons aller à la conquête du monde. Si nous voulons devenir quelqu'un demain. Voilà. C'est important. Ne confondons pas le statut financier d'une personne qui ne signifie pas qu'on est intellectuel, qu'on est heureux. Parce que pour être heureux, il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Exactement. En tant qu'enseignant, dont les œuvres sont étudiées dans le cadre scolaire, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez que vos œuvres suscitent en ces élèves qui prennent ces œuvres-là comme modèle et tout ça. Oui, c'est une très belle question. C'est l'un des motifs, l'un des arguments pour lesquels on écrit. Voilà, nous écrivons pour que les jeunes puissent se forger une armature nécessaire. Voilà. Je pense que la première chose que je développe dans mes livres, c'est la résilience. Il faut que les jeunes comprennent que tout ce qui s'obtient facilement se perd facilement. Mais quand on a souffert pour acquérir un bien, on en prend soin. Et donc, la résilience est au nombre des vertus qu'il faudra bien bâtir dans sa vie. Et donc, j'espère d'abord, dans un premier temps, que les jeunes gens vont lire, parce que la lecture est importante. Elle forge la personnalité. Elle permet de développer certaines valeurs, qu'elles soient morales ou sociales. Et puis, elle permet à l'homme de se construire un avenir. Et c'est tout ça, vous allez voir que tous les personnages que j'écris sont des personnages qui deviennent des modèles. Non seulement des modèles pour les élèves, mais pour les parents. Parce que c'est à travers ces modèles-là que les parents peuvent convenablement éduquer leurs enfants. J'aimerais bien savoir. Après aussi, ça fera plaisir d'avoir votre propre définition de la chose. Pour vous, la littérature, c'est quoi? Ça représente quoi? Déjà, c'est quoi votre définition de la littérature pour vous? Pour moi, la littérature, c'est l'art de transmettre des émotions à travers des écrits, voilà quoi, des œuvres théâtrales et tout, voilà. Ouais, j'ai hâte de ça. D'accord. Bon, pour moi, la littérature, c'est aussi un acte de transmission. C'est un lieu de rencontre, là où l'auteur, entre auteur et lecteur, entre le passé et le présent, entre ce que les gens pensent, qui n'arrivent pas à le dire. À travers l'écriture, ils disent tout haut ce que peut-être ils pensent tout bas. Donc, pour moi, c'est ma définition de la littérature. Pour ma part, la littérature, c'est une forme artistique où la création linguistique devient un moyen de pensée, de sensibilité et de mémoire collective. C'est, comme on le dit, l'ensemble des ouvrages de production écrite ou orale à valeur esthétique qui, par la puissance des mots, parvient à exprimer et explorer toute l'humanité entière, disons l'humanité tout entière. C'est aussi le lieu privilégié de la découverte et de la réinvention du monde, que ce soit par l'imaginaire, c'est-à-dire la fiction, ou le réel. Miss Littérature, s'il vous plaît. Je vous en prie. Après, c'est bien. Moi, j'ai bien compris. Mais après, pour moi, la littérature, pour moi, c'est une âme, en fait. Parce que moi, je me dis que, d'abord, tu lis, tu écoutes, tu dis et tu transmets. Après, c'est voir le monde, c'est le questionner et le transformer. Pour moi, c'est une âme. Parce que je me dis qu'avec la littérature, on peut contrôler, on peut éduquer, on peut communiquer. C'est beaucoup à la fois. C'est vaste. Mais moi, j'aimerais demander à M. François da Silva, lui, c'est bien, tout le monde a sa propre définition de la littérature, mais lui, en tant qu'écrivain, lecteur, enseignant et tout, pour lui, la littérature, c'est quoi? Je ne veux pas être prétentieux. Je ne détiens pas la science infuse. Je pense que les définitions qui ont été données sont correctes. C'est du domaine de la littérature elle-même. Mais personnellement, l'acte d'écrire, j'ai dit que je ne veux pas être prétentieux. Quand on dit que l'acte d'écrire est un acte révolutionnaire, c'est réinventer le monde, je trouve que c'est trop grand. Personnellement, je n'ai pas cette prétention. Je veux juste écrire des livres, donner du plaisir à des lecteurs, les inciter à se changer soi-même, à regarder le monde autrement.
et puis à se bâtir un avenir. Voilà. Et je pense que le livre est un instrument, est un outil important pour y arriver. Voilà. Donc, je ne suis pas un dieu qui, d'une baguette magique, peut changer le monde. Effectivement. Déjà, est-ce que vous pensez que les livres nous changent? Oui. Oui. Un bon livre vous habite Effectivement. pour plusieurs années, pour la vie. Quand vous lisez un livre, vous vous identifiez à un personnage et le personnage devient votre héros. Je pense que c'est cela. Maxime, si je me le permets, je pense qu'à l'ère de la technologie, est-ce que les livres ont vraiment une grande importance? Oui, il y a des livres aussi, c'est vrai. Après, il y a des livres qui nous changent, Oui. mais après, on oublie même le contenu. Voilà. Parce qu'on ne lit pas. En tout cas, nous, la jeunesse, on ne lit pas. Bon, souvent, je me pose à cette affirmation, à cette assertion qui veut bien faire croire qu'aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Moi, je pense que les jeunes lisent. Moi, je viens du Saléa. C'est plein de monde. Les jeunes sont là, enthousiastes. Je pense que c'est les bibliothèques qui manquent. Les espaces où les jeunes devaient se retrouver pour lire, qui manquent. Et donc, il revient peut-être au pouvoir public, justement, de multiplier ces espaces de lecture et de littérature pour que les jeunes s'approprient la lecture, s'approprient le livre, pour que le livre devienne le premier bien culturel qu'on donne à un enfant, qu'on offre à un enfant, pour qu'il comprenne le monde dans lequel il vit et pour qu'il se projette dans l'avenir. Effectivement. Voilà, les bibliothèques scolaires, etc., devaient être de plus en plus fournies. Voilà. Moi, le constat que je fais, c'est que si les jeunes ne lisent pas comme vous dites, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas l'occasion de lire. On ne leur donne pas l'occasion de lire. Ah bon? Bon, c'est moi que je voulais. Après, le truc, c'est que ce qui me plaît, il y a des sites où il y a n'importe quel livre, tu cliques. Après, si tu peux regarder, tu peux avoir le livre physique, tu peux l'avoir. Alors, je vais vous expliquer une chose. Numérique, en fait. Je vais vous expliquer une chose. Si vous lisez, parce qu'on vous y oblige, vous n'êtes pas un bon lecteur. Je suis d'accord. Il faut que la lecture devienne une passion. Exactement. Tous ceux qui me demandent comment on fait pour devenir écrivain, etc., je leur dis une seule chose. Faites du livre, de la lecture, votre passion. Exactement. Parce que quand la lecture devient une activité qui est banale pour vous, en ce moment-là, elle devient votre amie. Exactement. Mais si c'est une activité pour laquelle vous éprouvez d'énormes difficultés, des besoins, vous lisez juste pour passer un concours, pour obtenir un diplôme, et puis après, basta. Non, mais vous n'êtes pas un lecteur. Il faut que la lecture soit une passion. Et c'est cela qui est plus difficile. Or, pour que la lecture devienne une passion, il faut commencer par le bas âge. Exactement. Il faut commencer par lire des histoires aux enfants, à leur montrer l'objet livre, qu'ils le manipulent pour qu'ils se familiarisent avec l'objet. Une fois que ce sera fait, vous allez voir que les enfants vont développer une sympathie vis-à-vis du livre. Voilà. Donc, si vous dites à un enfant, ce n'est pas parce que vous avez mis un livre sur un site numérique et que les enfants aiment l'Internet qu'ils vont aller le lire. Non, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a changé, vous, personnellement? Oui. J'ai commencé par les phrases de Bento. C'est un livre qui continue de m'habiter, qui m'a permis de découvrir ce qu'on appelle l'émotion quand on lit. Quand le professeur nous a dit que Bento était un personnage imaginaire, l'histoire était imaginaire, on était, mais je ne dirais pas subjugués. On se dit, mais comment des êtres de papier ont-ils pu avoir sur nous tout ce poids, tout cet impact pour que nous arrivions à pleurer? Ouais. C'est ça la magie du livre. Et moi, ça m'a changé. Et puis après, quand j'ai commencé à écrire, il y a un autre livre qui m'a permis d'affiner un peu mon style, de comprendre le sens du mot style. C'est un livre d'une auteure québécoise qui s'appelle Anne Hébert. Et le livre s'intitule Le Torrent. J'ai lu Le Torrent et j'ai compris pour la première fois ce que le mot style voulait dire. Et son style-là se retrouve également aujourd'hui dans ce que j'écris. Alors, si vous faites très attention, on va dire on retrouve un peu de Anne Hébert dans les œuvres de François d'Assise. Et puis, j'estime qu'un écrivain ne grandit que lorsqu'il fait de grandes rencontres. Les grandes rencontres ne sont pas physiques. Ces rencontres-là, ce sont les livres qu'on lit et qui nous changent. Après le torrent de Anne Hébert,
je suis tombé sur un livre d'un académicien français qui s'appelle Amin Mahalouf. Il a écrit Le périple de Baldassare, un gros livre de près de 800 pages, mais que j'ai dévoré en moins de 3 jours. Quoi? Mais je vous en conjure. 800 pages en 3 jours? Prenez-le. Peut-être que vous en ferez 2, parce que vous serez tellement emporté par ce qu'il dit et la qualité de ce qu'il dit. Et puis, c'est un peu de la littérature spirituelle. Comment on va à la quête de soi-même et tout ça. Et donc, j'ai découvert à travers le périple de Baldassare et plus tard les Jardins de Lumière, la littérature spirituelle. Et puis enfin, mon maître incontesté, Paulo Coelho, que je lis régulièrement, dont j'ai toute la panoplie des textes Tu te sens dans le livre qui m'a forgé cette armature morale et spirituelle qui transparaît dans l'ensemble des œuvres que j'écris. Voilà les ouvrages qui ont contribué à me forger cette armature intellectuelle et spirituelle aujourd'hui. Moi, je suis vraiment heureux de vous voir sur ce plateau parce que votre présence déjà ferme la bouche de pas mal de personnes. Mais tellement. Parce que le truc, lorsque nous avons partagé votre affiche là, Oui. il y a des gens qui nous ont... Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui nous ont contactés, qui ont dit, mais arrêtez d'être dans le faux. Le gars, il n'est plus de ce monde. Ah bon? Après, le truc se répétait tellement, Oui. tellement que moi-même, je me suis posé la question, attends, je cause avec le faux François d'Assise Nda, Franchement, ou c'est des gens qui ne sont pas vraiment réfléchis à penser ainsi. Parce que, après, c'est une personnalité publique. Oui, tout Donc, à fait. mon ami peut me dire que telle personne n'est plus de ce monde. Et puis, moi, je vais dire, ah, d'accord, c'est vrai, c'est que c'est vrai. Forcément, je vais rechercher, il est mort de quoi. On va entendre parler. Mais après, il y a un message qui m'a tellement choqué. Il y a un gars qui me dit, frère, tu ne dis pas la vérité. Parce que moi-même, j'ai participé à son enterrement. Ah bon? là, c'est fort. J'ai dit, en fait, je suis resté bloqué. Du coup, moi, je veux savoir. C'est quoi l'histoire derrière? Est-ce qu'il y a une rumeur? Il y a, je sais pas, il y a une polémique? C'est quoi? Pourquoi tant de personnes insistent à dire que vous n'êtes plus de ce monde? Oh, moi, Non, on est curieux de savoir c'est quoi la raison. je n'en sais strictement rien. Je sais qu'il y a quelques années, effectivement, j'ai des collègues et des collaborateurs qui m'avaient appelé. J'étais assis avec des amis, en train de prendre du bon temps, en train de bavarder un peu. Et puis, une aînée m'a appelé. J'ai senti dans sa voix une espèce de gêne. Mais tu es là? Et ça va? Et puis après, d'autres personnes ont appelé. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Puis j'ai rappelé la personne. Et j'ai un autre ami avec qui j'étais la veille qui m'a appelé pour me dire, mais tu es où? J'ai dit, mais je suis assis avec telle personne. Elle m'a dit, bon, je viens te voir. Et puis quand elle s'est déplacée, elle est venue, j'ai dit, qu'est-ce qui se raconte? On dit, non, il paraît que tu es décédé, tu n'es plus de ce monde. Je dis, ah bon? Ah, mais c'est que j'aurai longue vie, parce que chez nous, en Afrique, c'est ce qu'on dit. Voilà, je ne sais pas d'où proviennent ces rumeurs, mais je pense que ça dépend un peu de la discrétion dont je fais preuve. Parce que je ne suis pas un personnage vraiment public au sens étymologique du terme. Quand je suis dans mon établissement en tant que chef d'établissement, c'est le chef d'établissement qui est là. Parce que je ne veux pas qu'il se raconte que j'utilise ma profession pour faire autre chose. Voilà, même si parler de livres n'est pas un péché. Voilà, mais je sais faire la part des choses. Quand je suis à la maison, c'est le père de famille. Voilà, quand je suis à l'école, c'est le chef d'établissement. Et puis bon, quand je suis au salon du livre, où je suis beaucoup plus épanoui que dans les autres activités de la vie quotidienne, voilà, on me trouve beaucoup plus ouvert. Voilà. Mais je pense que ça relève un peu de ma timidité, de mon effacement, des réseaux sociaux et de tout. Voilà. Les gens sont toujours surpris de me voir. Quand on dit, c'est François d'Assise, ah, il est vivant. Et puis bon, peut-être que mon nom aussi, on dit que je suis français. Voilà, comme je m'appelle François d'Assise Nda, on trouve que c'est un nom un peu rare. Et certainement que je ne vis pas ici. Mais rassurez-vous, je suis bel et bien vivant. Voilà, vous pouvez me toucher un peu. Voilà. C'est que votre coup de la discrétion a réellement marché. Alors, elle a marché à la perfection. Voilà. C'est intéressant. Puisqu'on parle de moi, on va un peu rentrer dans vos œuvres et tout. Vous avez écrit une phrase très forte dans
votre livre Le jour où la vie m'a fait pleurer. Vous avez écrit celui qui refuse de mourir n'est pas digne de vivre. Et moi, je comprends ça comme celui qui refuse de souffrir ne peut pas vraiment réussir. Ouais. Après, c'est une phrase qui est vraiment forte. Hein. Ça frappe. Ouais. Moi, je veux savoir, pour vous, est-ce que la souffrance est une étape obligatoire pour grandir, pour se transformer? Ou bien, c'est votre façon à vous de critiquer notre époque où beaucoup fuient la douleur, l'échec, les fins difficiles? Vous avez tout dit, c'est tout cela à la fois. Parce que Le jour où la vie m'a fait pleurer est un livre intimiste qui part de certains constats de la vie où des gens sont méchants de façon gratuite. Et je pense que c'est tous ces actes de méchanceté qu'on pose à notre endroit, parfois que nous trouvons pas fondés, pas justes du tout, qui nous forgent. Et c'est pour ça que j'ai dit, celui qui n'est pas digne de mourir, non, qui refuse de mourir, n'est pas digne de vivre. Voilà. Parce que la vie, c'est quoi? C'est la plénitude. Mais tout ce qui est beau s'acquiert dans la souffrance et dans la douleur. Ce n'est pas que je fasse l'apologie de la douleur et de la souffrance, mais là où il y a la joie, il y a la tristesse. Bien sûr. Effectivement. Voilà. Là où il y a le malheur, il y a le bonheur qui n'est pas loin. C'est comme les deux faces d'une même médaille. Mais vous ne pouvez pas vouloir l'un sans l'autre. C'est injuste, c'est inéquitable. Sur le plan spirituel, c'est ça. Si vous ne souffrez pas, vous ne gagnez pas. Voilà. Comme le gladiateur, quand il savoure sa joie, c'est par rapport aux victoires qu'il a remportées. Soyez fiers de vos victoires. Mais qu'est-ce qui nous rend fiers? Qu'est-ce qui nous rend forts? Mais c'est la souffrance qu'on a traversée qui a épuré notre âme. Le jour où la vie m'a fait pleurer est un livre beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Voilà, j'essaie d'initier un peu les gens à la culture de la spiritualité, de ne pas être toujours dans le matériel, envisager la vie autrement. Dans ce livre-là, vous racontez l'histoire d'un homme qui souffre, qui doute, qui parle à Dieu, qui se met en colère. Voilà, après, c'est des textes qui sont vraiment forts, qui bousculent. Après, moi j'aimerais savoir, vous ne cherchez pas à faire joli, c'est vrai, vous cherchez à dire des choses que peut-être d'autres n'osent pas dire. Est-ce que quand vous écrivez, est-ce que ça parle vraiment de vous? Aucun écrivain n'est une île, disait un penseur. On est toujours attaché à quelque chose. Ça commence fort. Hein. Vous comprenez? On est toujours attaché à quelque chose. On est toujours en contact avec ses racines, avec ses propres émotions, avec son entourage. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Si un écrivain vous dit que ce qu'il ressent, ce qu'il écrit ne vient pas de lui, il vous ment. Parce que même quand c'est de la fiction, nous écrivons ce qui vient de notre cœur. Les personnages que nous créons sont une partie de nous. Nous éprouvons leurs sentiments, les émotions qu'ils éprouvent, un peu de tout ça. Vous comprenez? Et donc, c'est ça la littérature. Être capable de créer des personnages qui sont un peu de nous. Même quand c'est des personnages qui sont l'antithèse de ce que nous sommes. Mais ces personnages sont un peu de nous. Nous les créons à partir de nous. Donc, ils ne sont pas ex nihilo. Vous comprenez? Donc, les douleurs, les émotions que nous éprouvons, que nos personnages éprouvent, c'est des douleurs que nous avons déjà connues. C'est des émotions que nous avons déjà connues. Voilà. La perte, la tristesse, la douleur font partie de l'être humain qui n'a jamais souffert. Vous écrivez pour vous libérer, en gros. Exactement. Moi, je me dis, si je n'avais pas écrit, si je n'étais pas devenu écrivain, que serais-je devenu? Je me pose la question. Parce que dans le jour où la vie m'a fait pleurer, j'ai plus écrit pour me libérer, pour me sentir bien qu'autre chose. C'était des émotions qui couvaient en moi et qui me rendaient triste tant que je ne les avais pas partagées. Donc, l'écriture est pour moi un peu comme un exutoire. Voilà, quelque chose que je prends pour me sentir bien. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Parce que vous avez dit que vous écrivez pour vous libérer. Est-ce que vous pensez que l'écriture libère de manière générale? Oui. Ça libère? Oui, l'écriture libère et même la lecture libère. La lecture vous permet de trouver des solutions à différents problèmes de la vie, aux problèmes existentiels. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez être obligé de vous poser certaines questions sur le sens de la vie, sur le pourquoi nous vivons, sur les fondements même de la vie. Mais quand vous arrivez à ce stade de la vie, c'est que vous êtes en train de gravir un palier dans votre existence. Voilà. Et donc, ça va vous libérer. Si vous gagnez de l'argent,
vous avez épousé l'homme que vous aimiez et puis vous n'êtes pas heureux, mais il faut bien vous poser la question, est-ce que c'est ça qui donne le bonheur? Si ce n'est pas ça qui donne le bonheur, alors où le trouver? Peut-être dans le pré. Voici la question. Et l'écriture, justement, donne des pistes de réflexion sur notre identité, sur notre quête. Pourquoi nous sommes ici? Que faisons-nous? Où allons-nous? Est-ce que le matériel est important? Etc. Ça permet pas de fuir les difficultés de la vie, mais au moins de s'assurer qu'on n'est pas seul. C'est ça. Vous ne cherchez pas qu'on vous aime. Vous voulez qu'on vous comprenne. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le jour où la vie m'a fait pleurer, vous dites, je lis un peu, celui qui refuse de mourir n'est pas digne de vivre. Je suis un homme debout, même quand je tombe. Je ne veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on me comprenne. Il faut parfois perdre la foi pour comprendre ce qu'elle vaut. La douleur est une école, mais tout le monde ne veut pas apprendre. Exactement. Vous avez tout dit. C'est après avoir lu Paulo Coelho avec son manuel du guerrier de la lumière, j'ai expérimenté certaines émotions et j'ai trouvé juste de les partager avec mes lecteurs d'un certain niveau, et bien entendu. Parce que quelque part, je disais, Dieu ou le diable, c'est du pareil au même. Le recto et le verso d'une même réalité. Ouais. Stop. Voilà. Et il y a des gens qui disent, mais tu blasphèmes. Je dis non. Je dis, mais regardez-moi tous ces gens qui veulent aller au paradis sans mourir. Vous comprenez? Voilà. Donc, je pose des questions qui sont réelles. Si le bien existe, il faut qu'il y ait à côté le mal existe pour qu'on puisse apprécier le bien. Oui. Donc, quand nous souffrons, c'est pour quelque chose, c'est pour un but. Voilà. Et c'est pour ça que même avec les jeunes lecteurs, je parle beaucoup de résilience. N'abandonnez jamais. Parce que la vie est une quête. Voilà. Si la vie est une quête, on peut échouer. Oui. Et si nous échouons, est-ce que nous devons pour autant laisser là où nous sommes tombés? Rester là où nous sommes tombés? Non. Pourquoi tant de philosophie dans vos œuvres? C'est peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai compris, je suis à un autre niveau de ma vie, voilà, à un autre niveau d'écriture. J'écris beaucoup sur la spiritualité, mais j'écris aussi beaucoup pour les jeunes, pour qu'ils apprennent à acquérir des valeurs. Parce que sans valeur, on ne peut pas bâtir un monde juste. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est que nos jeunes gens pensent qu'on peut devenir riche comme ça. Et puis, ils ne comprennent pas le sens du mot richesse. Effectivement. Voilà. Et donc, notre devoir à nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'écrivains, c'est de leur dire qu'il faut d'abord acquérir des valeurs avant de chercher à acquérir les biens matériels. Parce que si vous acquérez d'abord des biens matériels avant de chercher à acquérir les valeurs, ces biens matériels vont vous détruire. Alors que si vous acquérez d'abord les valeurs, ces valeurs-là vont vous permettre de protéger les biens que vous avez. Voilà, c'est la plus grande leçon qu'on enseigne toujours aux gens. J'ai envie d'acclamer. C'est fort, hein? Bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure, vous parliez d'expériences vécues à travers vos œuvres. Et est-ce qu'on peut savoir le retour de l'enfant soldat? Quelle est l'histoire, l'expérience vécue derrière ça? J'aime bien raconter cette histoire parce que je suis contemporain de la crise qui a eu lieu en 2002. J'étais enseignant de français. Je venais d'être nouvellement affecté au collège moderne Nimbo de Boaké. Voilà, j'ai fait la première année scolaire, c'était pendant les vacances, au moment où on s'apprêtait à reprendre les cours, que les choses se sont gâtées. Il y a un petit garçon qui était non loin de notre cours, qu'on envoyait souvent faire nos courses. Et puis bon, qui, chaque fois qu'on l'envoyait, revenait avec la monnaie en moins. Soit il nous disait, la monnaie est tombée, on m'a agressé. Bon, et chaque fois, il recevait des coups de punition pour ça. Et puis, quand la rébellion a commencé, il y a une dame qui était dans les encablures de notre domicile, qui était en travail. Puis, on a appelé les rebelles pour qu'ils l'accompagnent à la maternité. Donc, le véhicule des rebelles arrive. Et puis, le premier gars qui descend, c'est le jeune homme là, de 14-15 ans là, en treillis, avec une arme en bandoulière. Je dis, mais tiens, on est foutu. Si ce petit-là, il porte une arme, mais il faut qu'on cherche à déguerpir des lieux. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, quand je suis sorti de Boaké, je me suis dit, mais que cherche cet enfant dans une affaire d'adulte?
La guerre, c'est une affaire d'adulte. Lui, il est un adolescent. Qu'est-ce qu'il cherche? Et puis, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais quel avenir pour cet enfant? Et par-delà lui, tous ces enfants qu'on a entraînés de gré ou de force dans la guerre. Après la guerre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et puis, l'image du personnage m'est restée dans la tête. Je venais de créer mon personnage, Zango, comme on l'a appelé plus tard, qui va devenir un personnage célèbre. Voilà. Très célèbre. Voilà, qui est le prototype de l'anti-héros, dont la lutte est une lutte d'abord personnelle et individuelle, mais qui a un relent social et collectif. La société a été déstructurée par la guerre. Le combat de Zango, en quelque sorte, sa réhabilitation signifie la réhabilitation de la société elle-même, qui s'est auto-déchirée. Voilà. Quels sont les critères qui vont nous permettre de recoudre les morceaux de la nation, de la société qui sont déchirés? C'est un peu le sens de Le Retour de l'enfant soldat. Une œuvre que beaucoup d'élèves ont lue et qu'ils continuent d'apprécier. Oui. D'accord. Alors, M. François d'Assisenda, moi, j'aimerais savoir, est-ce que les auteurs peuvent réellement vivre de leurs œuvres? La plupart des écrivains que vous voyez ont une double profession. Voilà. Ils sont d'abord fonctionnaires, entrepreneurs. Ils exercent un métier qui leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Et puis, pour la plupart, ils ont d'abord commencé parce que c'était une passion. C'est une passion. Mais quand vous faites quelque chose d'année en année, vous vous professionnalisez. Voilà. Et puis, on a comme deuxième profession la littérature, l'écriture. Mais il faut le reconnaître que les choses se sont un peu améliorées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. De sorte qu'aujourd'hui, un écrivain qui n'est pas au programme scolaire ne peut pas objectivement vivre de la littérature. La différence, c'est que quand vous êtes au programme scolaire, vous avez un lectorat captif, en griffe, comme on le dit. Vous avez des élèves qui, chaque année, vont acheter le livre. Et vous faites un profit. Et donc, quand vous avez un pourcentage sur le livre, ça dépend de la quantité de livres vendus. Mais si vous n'êtes pas au programme, vous vendez combien de livres? Pas assez. Et puis, il y a un autre phénomène qui gangrène la profession, c'est le phénomène de la piraterie. Voilà. Vous allez trouver sur les marchés des livres photocopiés. Effectivement. Voilà. L'un dans l'autre, tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, de façon objective, un écrivain ne peut pas vivre de son art. Voilà. Peut-être que dans les années à venir, avec la professionnalisation de la filière, nous pensons que c'est des choses qui peuvent être corrigées. Voilà. C'est bien. Vous avez parlé de Paulo Coelho. Oui. Paulo Coelho. Déjà, il a écrit L'Alchimiste. Oui. L'Alchimiste, et ça fait partie de vos 10 œuvres préférées. Oui. Dans ce livre, il y a une phrase célèbre de Paulo qui dit « Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de le réaliser. » Autrement dit, si tu veux vraiment quelque chose, la vie elle-même va t'aider à y arriver. Mais le truc que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans votre œuvre, Le jour où la vie m'a fait pleurer, vous avez écrit « Dieu ne répond qu'aux prières de ceux qui osent. » Je comprends ça comme « Ce n'est pas l'univers qui aide, c'est toi qui dois oser, souffrir, lutter. Rien n'est donné, tout se mérite. » L'Alchimiste est sorti en 1988. Le jour où la vie m'a fait pleurer est sorti en 2009. Alors ma question est simple. Comment se fait-il que vous aimez une œuvre dont votre vision semble différente de la... Lui, sa vision plutôt est différente de la vôtre? Bon, peut-être en apparence. Sinon, je pense qu'on dit la même chose. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à vous la donner. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La volonté, c'est quoi? La volonté, ce n'est pas le fait de s'asseoir et dire « je veux une telle chose ». Non. La volonté est forcément liée à l'action. Voilà. Quand on dit « je veux », en général, dans toutes vos prières, on vous dira d'utiliser des verbes d'action. Il faut utiliser des verbes d'action quand vous voulez quelque chose. Et donc, le simple fait de vouloir et être assis n'est pas une prière. Quand Paulo Coelho dit « si vous voulez une chose, tout l'univers », ça veut dire que tous les actes que vous allez poser vont aller dans le sens de la réalisation de votre objectif. C'est cela. Et c'est ce que je dis. Si vous ne souffrez pas, la souffrance est égale à la volonté. Parce que quand vous agissez, ce n'est pas toujours que vous réussissez. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour réussir? Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a des gens qui souffrent pas.
Lesquels, par Lorsqu'il exemple? parle de souffrance, Oui. quel genre en fait? Parce que, Oui, voilà, quelle souffrance? parce qu'il y Vous- a des gens qui vous- souffrent pas pour réussir, vraiment. Ouais. Non, si nous ne sommes pas d'accord sur la définition du terme réussite, on va tourner en rond. Vous voyez la réussite, ça dit que si quelqu'un s'en va On a un dévaliser une programme, on banque, ne tourne pas en rond. voilà. Si quelqu'un s'en va dévaliser une banque et qu'il a beaucoup d'argent, si vous pensez qu'il a réussi, bon, tant mieux. Il n'a pas souffert. Si quelqu'un a obtenu un héritage, c'est qu'il n'a pas souffert. Et si pour vous, l'héritage est une richesse, c'est qu'il n'a pas souffert. Mais déjà, Mais- la réussite pour vous, c'est quoi? Grande question. C'est une question d'ordre philosophique, c'est une question d'ordre social, c'est une question d'ordre politique. Ça dépend de sur quel plan vous vous situez. Voilà. Si moi je suis malade et que je réussis par la volonté et mes propres actions à guérir, mais c'est une réussite. Si par mon travail j'accumule des biens, en tenant compte, parce que l'acquisition du bien doit se faire dans la légalité, dans l'équité. Maintenant, si vous brimez les autres pour acquérir votre bien et que vous pensez que vous avez réussi, on verra ce que le ciel vous réservera. Voilà, la loi du karma existe, le juste retour des choses. Ne vous pressez pas. Tous vos actes ont une rétribution. Je ne suis pas en train de philosopher, mais c'est comme ça. Parce que Voilà. après, moi, l'alchimiste et le jour où la vie m'a fait pleurer, moi, j'ai vu deux visions du monde, deux croyances, l'une qui attend, l'autre qui affronte, l'une qui espère, l'autre qui exige. C'est comme ça, moi, j'ai vu ça. Entre l'alchimiste et le jour où la vie m'a fait pleurer. Moi, je pense que l'un des messages forts que Paulo Coelho nous donne de connaître, c'est que l'homme doit aller à la quête de lui-même. C'est une quête intérieure. Tant que vous ne saurez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas vous réaliser. Dans l'alchimiste, le jeune berger part à la conquête d'un trésor. Il a pensé qu'au départ, c'était de l'or, du diamant qui se trouvait quelque part. Et il part à la conquête, à la recherche de cet or. Et finalement, le parcours initiatique qu'il entreprend lui permet de se découvrir lui-même, de savoir qui il est en réalité. C'est cela, le Paulo Coelho. Cette force intérieure qui nous habite, c'est la force divine que nous devons réussir à canaliser, Effectivement. à comprendre et à nous réaliser. C'est la même chose. La volonté transmet une certaine énergie. Quand vous voulez, c'est pour ça qu'on dit, quand vous voulez, vous pouvez. Ouais. Voilà, ça part juste de là. Donc, il n'y a pas de vision contradictoire. Moi, je dis, la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Comment fait-on pour acquérir de l'or? On le brûle, pour en extrait, voilà. Même le diamant, pour qu'il brille, il faut le polir. Voilà. Mais si vous ne le polissez pas, comment est-ce qu'il va briller? Nzrama était une étoile. Elle est née étoile. Et à sa naissance, l'étoile qui était sur son front s'est éteinte. Mais elle sait qu'elle est une étoile. Il faut qu'elle se batte pour retrouver son statut d'étoile. C'est tout. C'est tout le parcours que les gens ne veulent pas faire. Et dans mes livres, je transmets cette volonté d'aller toujours de l'avant par la conquête de soi-même, par l'acquisition de valeur. Si vous n'avez pas de valeur, vous êtes vide. Il faut bâtir sa renommée, son prestige sur des valeurs. Comme ça, nous, on peut vous citer un exemple. On peut vous dire que les jeunes doivent vous prendre un exemple. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire manque de façon criarde de valeurs. Comme vous le dites là, on confond toutes sortes de réussites. Quand quelqu'un a détourné des deniers publics, il est riche, on dit non, on veut faire comme lui. Mais quel est le chemin qu'il a emprunté? Est-ce le droit chemin? Si on veut habituer tout le monde à détourner des deniers publics, qu'en sera-t-il alors de la société? Quelle société allons-nous léguer à nos enfants, à nos descendants? Il faut qu'on revienne aux vraies valeurs. Et le rôle de la littérature, c'est de permettre aux gens, aux enfants, aux adolescents, d'acquérir des valeurs. Vous êtes plus pour le combat solitaire que pour l'univers complice. Les deux vont ensemble. Ah bon? Les deux vont ensemble. Moi, je suis fondamentalement croyant. Je suis croyant, je sais que Dieu existe, je sais qu'il contribue à notre essor et que c'est vers lui que nous devons tendre. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça transparaît dans mes livres. Mais j'estime que l'on doit se battre
pour réussir. Il ne Obligatoire. faut pas attendre la providence. J'ai un livre qui est intitulé Le dernier sermon où les gens vont dans les églises, vont prier pour avoir un mari, une femme, comme si Dieu était une institution matrimoniale. Voilà. Ils ne vont pas aimer. Hein. Parce que c'est vraiment... oui, il faut construire sa Après, vie. il ne dit pas pour faire joli aussi. Voilà, il faut construire sa vie. Et la vie se construit avec des valeurs, se construit Avec des principes. avec du travail. Maintenant, si vous allez à l'église, vous dormez là-bas et puis vous venez, et puis vous voulez qu'au carrefour, votre mari vous attende, ou bien que comme vous avez prié le jour du Ramadan et que le ciel va s'ouvrir pour vous donner tous les biens du monde, mais un visé bien ciblé. voilà, donc je le dis, Non, mais- ça n'a pas de sens. Effectivement. Ça n'a pas de sens. Et il faut insister là-dessus. Oui. Une société se construit, pas avec Dieu, mais avec des valeurs. Valeur. Ouais, je- Le travail en premier. Ça, c'est fort. Hein. Voilà. Dieu va nous aider Pas après. avec Dieu, mais avec des valeurs. Voilà. Avec des- Dieu nous aide après. Dieu vient en complément. Mais il ne faudrait pas qu'on inverse les choses. Ok. On dit aide-toi, Et le ciel t'aidera. le ciel t'aidera. Ouais, j'ai invité ce monsieur-là, c'est pas pour rien. C'est fort tout ce La qu'il jeunesse dit. a besoin de ça, de valeur. Effectivement. Vous avez écrit l'ouvrage Comment écrire un roman. Alors, nous voulons savoir, selon vous, quels sont les 3 conseils fondamentaux qu'un écrivain débutant devrait suivre avant de se lancer dans l'écriture. Le titre total, global de l'œuvre, c'est Comment écrire un roman, guide de l'écrivain débutant. Voilà, c'est un guide. Oui. Ce n'est pas une panacée. Ah. Dedans, je dis d'abord quelles sont les dispositions dans lesquelles il faut être pour aspirer à devenir écrivain. Vous allez arriver à un moment de votre vie où vous allez sentir le besoin d'écrire. Ça va s'imposer à vous. Quand vous lisez, vous devenez un lecteur fidèle et que la 3e étape, quand vous faites corps avec la lecture et que la lecture devienne passion, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas écrire. Ok. Parce que c'est à force de lire qu'on découvre tout ce qu'on enseigne là, tout ce que j'ai dit dans le livre. Effectivement. Si je vous dis, voici comment on conçoit un personnage, c'est théorique. Maintenant, c'est à vous de vous jeter à l'eau, de conceptualiser ce que j'ai dit. Voilà, de transformer ce que j'ai dit en expérience personnelle. Parce qu'un écrivain ne peut pas transmettre son expérience à un autre écrivain. L'activité d'écriture est une activité personnelle, individuelle, pour plusieurs raisons. Parce que quand on écrit, les émotions qu'on ressent sont personnelles. Oui. Quand on écrit, les personnages qu'on crée sont une partie de nous. Donc, tu ne peux pas prendre ton personnage et puis donner ton personnage à quelqu'un d'autre. C'est ça. L'écrivain ne pourra pas camper le personnage comme il se doit. Dans Comment écrire un roman, guide de l'écrivain débutant, ce sont des pistes. Comment moi, personnellement, je procède. Je n'ai pas fait d'école d'écriture, mais c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mes lectures. J'ai compris certaines choses. Certains écrivains débutants ne comprennent pas toujours le sens du mot style. Ils font des fautes, ils disent c'est mon style. Non. Le style, là, c'est un ensemble d'expériences personnelles et de vos lectures des différents auteurs. Ok. Donc, si vous ne lisez pas, votre style, là, il n'a pas de valeur, il n'a pas de contenu. Chaque fois que vous lisez un écrivain, vous ajoutez son style au vôtre. Mais c'est votre personnalité qui va épurer tout ça. Et quand vous allez écrire, on va dire, ça c'est du François d'Assise, ça c'est du Tiburce Kofi, ça c'est... Voilà. Personnellement, Tiburce Kofi est un des écrivains que j'adore au niveau du style. Pour moi, c'est le meilleur en Côte d'Ivoire. Il est là encore? Il est là, Oui, il est là. je l'ai rencontré ce matin. Voilà, Tiburce a écrit un livre que vous devriez lire pour tous ceux qui veulent s'essayer à l'écriture romanesque. Il a écrit un recueil de nouvelles qui est intitulé « L'amour est un grand pleur ». Mais vous devriez le lire. Je l'ai conseillé à plusieurs amis. L'année où j'en ai parlé, la librairie de France en avait passé la commande, mais épuisé en quelques jours. Ah ouais. Je lui ai dit, c'est un très beau livre, voilà, que vous prendrez beaucoup de plaisir à lire. C'est bien. Il aborde des problèmes simples, mais tellement bien écrits que vous serez subjugué. Donc, les 3 conseils. Le premier conseil, c'est de faire de la lecture une amie. Le deuxième conseil, c'est d'être passionné de lecture. Et puis le 3e conseil, c'est de ne jamais abandonner la lecture. D'accord. Donc, vous voyez que tout se résume
en un vocable. Oui, Faites la lecture une amie. effectivement. Voilà. Sinon, vous ne pourrez pas écrire. Vous avez tout à l'heure parlé d'un auteur. Moi, j'aimerais savoir pour vous, quels sont les 3 livres qu'une personne doit lire au moins une fois Dans sa vie. Vous interrogerez certainement 10, 20, 100 personnes. Elles vous répondront certainement de façon différente. Effectivement. Mais moi, je pense que le premier livre que toute personne devrait lire ou devrait avoir lu, c'est la Bible ou le Coran. Un des plus grands livres révélés. Voilà, parce que nous sommes fondamentalement des êtres religieux. Nous vivons parce que nous pensons être rattachés à un être supérieur. Et pour moi, d'abord, la Bible ou le Coran, c'est définit les modalités de notre rapport avec cet être divin-là. C'est ça. Et donc, je pense honnêtement que c'est le premier livre qu'on devrait pouvoir lire. Et puis, le deuxième livre, il est un peu d'autre politique. Le Prince de Machiavel. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce livre-là, voilà, pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est le meilleur. les manipulations dont les masses sont victimes, l'acquisition du pouvoir pour le pouvoir, C'est ça. cette façon de vouloir à tout prix dominer les autres pour mieux comprendre tout cela et savoir où on va, dans quel monde on est, il faut lire Le Prince de Machiavel. Il en reste un, c'est un de mes livres de chevet préférés. Il s'intitule Le Prophète de Khalil Gibran, qui est un livre qui a traversé les âges. Voilà, c'est un livre d'une sagesse universelle que je retranscris un peu dans Le jour où la vie m'a fait pleurer ou dans certains de mes livres. Un très beau livre que vous prendrez certainement du plaisir à lire. Un peu de philosophie spirituelle. Ça fait du bien. Voilà, donc personnellement, voici les 3 livres que j'ai lus et que je pense qu'on devrait pouvoir lire pour comprendre le monde dans lequel on vit. Le temps passe tellement vite. Oui. Si ça ne tenait qu'à moi, on allait passer toute l'après-midi à parler. Non, mais pourquoi qu'à toi seul? Nous, on t'a dit on n'a pas pris plaisir aussi à l'écouter. Non, mais sincèrement, c'est un réel plaisir de vous avoir ici. Puis voilà. Donc, je comprends. Le réel plaisir vient du fait que vous croyez que je ne suis pas vivant. Maintenant, vous mais pas que ça. Par contre, moi, j'étais enchantée parce que j'ai lu l'un de vos livres, Le Retour de l'enfant soldat, quand j'étais en classe de 5e ou 4e. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous voir en personne. Franchement, c'est un privilège. Maxime, j'aimerais savoir. C'est pas pour ça d'assister seulement à poser des questions. Ok. Il a parlé de beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu une seule chose. Roulement des tambours. Ce monsieur-là, ouais. C'est un génie de la littérature. C'est tout ça. Wow. Merci. C'est C'est un bien grand mot, hein, génie. Alors, Adassa, pareil. Oui, beaucoup de choses, mais je retiens seulement les valeurs. Les valeurs. Garder les valeurs. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices de la littérature. Du coup, à chaque fois qu'on a l'occasion de parler, c'est toujours bien d'entendre des personnes qui sont là pour nous rappeler tout le temps ce qu'il faut faire. Alors moi, je suis vraiment ravie. Merci. Merci à l'auteur. Moi, personnellement, dans l'un de ses écrits, il a dit « Je ne cherche pas à plaire, qu'on m'aime et autres, mais juste être compris. Aujourd'hui, moi, à mon niveau, c'est mon plus grand défi. Voilà, moi, je ne cherche pas à plaire également. Mais pour trouver des personnes qui peuvent te comprendre, c'est un vrai challenge. Voilà, si on me comprend, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vivrai la vie comme je la sens. Voilà, parce que je serai entourée des personnes qui me comprennent, des personnes à qui je parle, qui comprennent ce que je dis, qui comprennent mes émotions. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est... Toi-même, toi-même. Qu'est-ce que tu as compris? Je veux parler. T'écoutes? Bah, si moi j'ai compris quelque chose, c'est vraiment n'attendez pas que le bonheur vienne à vous. Allez-y à la conquête. Combat solitaire. Voilà, c'est ça. Allez-y, créez-vous des opportunités. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. S'il n'y en a pas, créez. Bien sûr. Non, mais tu as chippé un peu mon mot. Parce que franchement, moi, c'est ma conception des choses. Moi, je dis, on saisit l'opportunité qu'on a. Quand on dit non, saisissez les opportunités, mais quand il n'y a pas d'opportunité, on fait quoi? On crée les opportunités. Donc, l'histoire de vous saisir les opportunités, là, c'est pas dans mon jargon. J'aime créer les opportunités. J'aime j'aime créer les choses. En matière d'opportunités, je viens de terminer l'écriture d'un livre sur la victoire des éléphants à la CAN 2022. Et le titre, c'est «
Victoire des éléphants à la CAN 2022, une leçon de vie, une leçon pour la vie. Petite pub, hein? Non, pas du tout. Et dedans, Non, mais c'est bien, c'est lui. oui, et dedans, C'est vous l'invité. je parle de Faye et Mers. Et le titre de la partie qui concerne le sélectionneur, c'est Faye et Mers ou l'art de savoir saisir les opportunités. Waouh. Voilà. Parce qu'à un moment donné, où la C'est Côte disponible? d'Ivoire... Non, je viens de terminer. d'accord. C'est maintenant qu'on a déposé chez... Nous, on a eu le privilège de... C'est bien, c'est Donc, vous C'est parlez le podcast après d'opportunités. tout. Il faut savoir saisir les opportunités. Mais encore, il faut savoir les créer et il faut savoir s'adapter aux situations de la C'est ça. vie. C'est ça. Voilà. Si vous dites non, c'est parce que j'attends et c'est plutôt ça que j'attends. Oui. Non. C'est pas ça la vie. C'est ça. Le combat, il est perpétuel et le destin, il est changeant. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Ça a été vraiment un réel plaisir de Voilà, vous recevoir grave, sur grave, notre grave, plateau. Malheureusement, notre émission tire à sa fin. C'est triste, mais bon, après, on va Ouais, profiter de voir après en aparté. Ça, c'est Ouais, malheureux ouais. pour eux parce qu'ils ne pourront plus vous voir. Mais nous, comme ça, après, on va vous voir. Voilà, en aparté. C'était un plaisir pour moi de vous voir. Et je l'ai dit tout à l'heure. Petite précision, Oui. François d'Aziz Nda n'est pas mort. Il est bel et bien Vivant. vivant. Le voici ici. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est le titre. Hein. François, François Daffy. il est vivant. Ouais. Allez, ma belle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Mhm. On va conclure et merci à toutes ces personnes qui ont pris plaisir à suivre avec nous Bien sûr. le podcast de Voix et Manuscrit. Aujourd'hui, grâce à votre invité du jour, François d'Aziz-Nda, vous avez eu le plaisir avec nous de plonger dans son univers. Mhm. Les mots ne servent pas seulement à raconter, mais aussi à ressentir, à questionner et à mieux comprendre la vie. Chaque page, chaque phrase, chaque émotion évoquée nous rappelle que derrière un manuscrit, il y a une voix. Et derrière une voix, une âme qui transmet un message. À notre audience, merci pour votre écoute. Continuez à lire, à découvrir et à élargir vos horizons. Mhm. Ensemble, nous faisons vivre la littérature. À très bientôt pour un nouveau voyage de voix et Et manuscrits. manuscrit. Constant, hein. Au revoir.